Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau top des gauchistes de la semaine. Ils nous ont fait rêver, ils nous ont fait vibrer, nos gauchistes préférés. Et puisqu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, eh bien on part sur un top 10 cette semaine pour votre plus grand plaisir et pour le mien aussi. Mais écoutez, je vous propose qu'on commence immédiatement avec la 10e place. En 10e position, on retrouve un illustre inconnu pour beaucoup d'entre vous, y compris pour moi d'ailleurs, avant de préparer cette émission. Il s'agit d'Yves Blin, qui est un député La République En Marche, ancien socialiste, bien de gauche, quelqu'un qui adore l'immigration parce que c'est un humaniste, à moins que ce soit également quelqu'un qui en profite financièrement. Vous allez voir, ça va être un thème récurrent de cette émission, puisqu'on a appris donc, que cet ancien député socialiste avait décidé de racheter une entreprise qui loue à prix d'or des bungalows, en partie insalubres, tiens, pas très humaniste, à une association hébergeant des demandeurs d'asile. Voilà, donc il y a un possible conflit d'intérêts, un gaspillage d'argent public, tout ça c'est en plus. Il y a un petit peu de notre argent qui se retrouve là-dedans, évidemment. Donc voilà, pas très connu, mais il symbolise parfaitement cet appât du gain qui motive beaucoup de ces gauchistes qui, bien sûr, évidemment, mettent en avant des idéaux humanistes pour expliquer leur engagement, mais au fond, il y a quand même beaucoup d'argent dans ce secteur-là et ça peut expliquer beaucoup de choses. Donc je trouvais ça sympa de vous en parler. Petit bonus en plus, Yves Blin qui est visé par une plainte pour harcèlement sexuel. Alors, il n'a pas été jugé, présumé innocent, mais les gauchistes, ils sont quand même spécialistes de ce genre de choses. Donc voilà pour le 10e, on commence en douceur. En 9e position, on a un réalisateur de cinéma, de théâtre, etc., Jacques Weber, qui a été sorti de l'EHPAD pour donner son avis sur Trump, sur Elon Musk et sur le nazisme, bien entendu. On l'écoute, c'était sur RTL. Il y a une feuille de cigarette entre le nazisme et Trump. Trump est une ordure absolue, un danger absolu non seulement pour son pays, mais pour le monde entier. C'est comme le problème israélo-palestinien. On ne peut plus nuancer, on ne peut plus prendre le temps. Et on est toujours en retard sur l'horreur, hélas. Et il faut prendre notre temps, s'apaiser, écouter, mais nom de Dieu, mais réveillons-nous. Il faut que le monde descende dans la rue pour sortir cet horrible individu qu'est Trump. Ne pesons pas nos mots. Je sais bien que la diplomatie est obligée de faire attention, mais c'est un gros dégueulasse qu'il faut écrabouiller, qu'il faut supprimer littéralement. Ok, donc on a Jacques Weber qui, alors d'un côté, nous dit qu'il y a l'épaisseur d'une feuille à cigarette entre le nazisme et Donald Trump, ce qui est complètement délirant au dernier degré. Il faut vraiment être un gauchiste qui ne comprend rien au film, ce qui est quand même le comble pour un réalisateur gauchiste qui ne sait pas qui est Trump, qui ne voit pas ce qu'est le nazisme, qui voit bien qu'il y a évidemment des choses qui n'ont rien à voir, mais strictement rien à voir. Peut-être le plus évident, mais il y aurait 10 000 autres exemples à donner. Hein. Mais Trump fait partie d'un des gouvernements américains les plus israélophiles de l'histoire. C'est un très grand ami de Netanyahou. Il a mis l'ambassade américaine israélienne à Jérusalem. Bon, donc, c'est de la folie furieuse que de dire ça. Bon, dernier degré. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'il appelle quand même, dans le même souffle, à la nuance, à prendre le temps de sous-peser les choses, à pas être dans finalement l'analyse grossière des situations. Mais comment est-ce possible de dire ça? Pour ensuite enchaîner en disant il faut supprimer Trump. Voilà, tranquille, le type appelle à liquider physiquement quelqu'un avec qui il n'est pas d'accord politiquement et il analyse en plus le phénomène de manière démentielle. Donc voilà un petit peu le niveau de cette élite culturelle française. Franchement, c'est déplorable au dernier degré, sachant qu'en plus, c'est un type qui s'est gavé d'argent public au cours de sa carrière. Voilà, c'est nous qui avons payé ça, et ça donne ce genre de discours complètement fou. Un vieux gauchiste, finalement, bon, qu'on regarde quand même avec beaucoup d'amusement, parce que son propos est tellement bidon que finalement, bon, on s'en fout complètement. Et voilà, c'est un petit peu un symbole du monde d'avant. Celui où le gauchisme était tout puissant. Mais aujourd'hui, ça passe plus. Jacques Weber se couvre de ridicule et finalement, c'est plutôt amusant quand on y réfléchit bien. Donc voilà, mais il a quand même sa place dans ce classement. En 8e position, après Jacques Weber, réalisateur
proche de la France Insoumise, on retrouve un autre réalisateur proche du Parti communiste, lui, Robert Guédiguian, qui sur France Inter, service public bien entendu, nous a sorti quelque chose d'assez savoureux. On l'écoute. Il y a des bons et des mauvais voleurs. Il y a des voleurs qui volent par nécessité, le vol participe dans la répartition des richesses, on pourrait dire. Donc il y a et on peut voler évidemment, on peut voler sans violence, on peut voler pour de bonnes raisons. Le vol a toujours eu quelque chose à voir avec le banditisme social, on va dire. Non mais là, les amis, c'est de la folie furieuse. Alors, en fait, on est vraiment chez les gauchistes dans une idéalisation des malfrats, des pauvres, etc. Mais en fait, on n'est plus au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que ce sont encore des gens qui ont un peu une vision type Victor Hugo, Les Misérables, quoi. C'est Jean Valjean, il a besoin de pain pour se nourrir, donc il va voler, quoi. Mais n'importe quoi. On vit aujourd'hui dans un pays où les voleurs par nécessité, ça n'existe pas. Voilà. C'est des gens qui ont déjà de l'iPhone, qui ont largement les moyens, qui ont des aides sociales de possible. Bon, l'argent public, là encore, coule à flot. Donc, il y a ce romantisme de gauche, là, mais il est complètement hors sujet, si tant est qu'il ait déjà été un peu pertinent par le passé. Mais bon, il y avait des époques où, effectivement, il y avait la misère, etc. Là, on vit une époque de prospérité absolue, grâce notamment au libéralisme, au capitalisme, et certainement pas au communisme. C'est de la folie furieuse, c'est nos amis de gauche, quoi. Voilà, encore un communiste, enfin, c'est... Vous imaginez la bouillie qu'il faut avoir dans le cerveau, hein, franchement. Bon, on continue. Il y a toute une histoire. Des historiens ont travaillé d'ailleurs. Oui, sur le vol à des travers Bois. les âges. Voilà, Robin des Bois, c'est évidemment un voleur que tout le monde revendique. Enfin, c'est un héros. Et bien sûr, il y a du vol. Robin des Bois qui volait les collecteurs de taxes. Donc c'est pas du tout ce qu'entend un communiste, parce que le communiste, lui au contraire, il est du côté de celui qui récupère les taxes, qui ponctionne les actifs. Donc rien à voir avec Robin des Bois, bref. Vol crapuleux, destructeur. Vous-même avez été cambriolé. Ariane Ascaride, elle était chez Oui. Nagui hier ou avant-hier, je sais plus, où elle a raconté que vous avez été cambriolé 4 fois. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc tout là, à fait. vous n'étiez pas très heureux. Non, j'étais pas très content, non. Non, pas vous très avez heureux. même... Alors ça, c'est énorme. C'est génial, génial. Ça, c'est la posture. Vous savez, moi, je parle souvent des postures de droite, parce que bon, je suis de droite, donc je m'adresse un peu à mon public de droite. On a des postures qu'il faut interroger, qui sont parfois bonnes, hein, mais parfois, on peut les remettre en question. Et les postures, c'est un peu les discours pavloviens qu'on tient parce qu'on est de droite, quoi, on va dire. Et ben, c'est la même chose à gauche. Il y a une posture. Le vol, ça peut être bien, ça peut permettre une redistribution des richesses, enfin, complètement siphonnée. Mais quand ça m'arrive, je suis pas très content. Bah oui, parce qu'en fait, ta posture, elle est intenable. C'est du pipeau, c'est du romantisme pur. Ça n'a pas de prise avec la réalité. Et la réalité, c'est que le vol, c'est une abomination. Et quand on le vit, on oublie ces grands discours, ces grandes postures, et on se rend compte que c'est moyen. Bref, donc complètement dingue. Et là, on va revenir un petit peu en arrière, parce que c'est savoureux, vous allez voir, parce qu'il aurait dû être content d'être cambriolé, cet homme-là. Finalement, pas tant que ça. 4 fois. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc tout là, à fait. vous n'étiez pas très heureux. Non, j'étais pas très content, non. Non, pas vous très avez heureux. même installé une alarme. Oui. Ouais. Depuis, je suis plus cambriolé d'ailleurs. C'est quand même. J'aurais dû le faire plus tôt. Ah, Donc là, c'est extraordinaire. Il aurait dû ouvrir sa porte, en fait. Il aurait dû laisser ses richesses à lui. C'est quand même quelqu'un qui doit avoir un petit pécule, hein. Il aurait pu laisser les voleurs, les nécessiteux, s'en emparer. Bah non, parce qu'en fait, personne n'aime ça. Et c'est des grands discours qui sont complètement déconnectés du réel. Donc Robert Guédiguian, dans ce classement, franchement, pareil, un peu un inconnu, mais là c'est du gauchisme pur, comme on aime, avec la mauvaise foi qui va bien. Bravo à lui. En 7e position, on retrouve un élu républicain, les LR, qui sont à l'honneur, les gauchistes de droite. On l'écoute dans cette tirade pleine d'émotions qu'il va nous sortir dans une commission de l'Assemblée nationale. Eh bien, il refuse que les Français soient prioritaires dans l'attribution de logements sociaux, c'est-à-dire payés par la collectivité, donc par notre argent à tous, même s'il y a une part de loyer aussi qui vient des locataires, mais enfin, voilà. Et donc, dans tous les pays du monde, normaux, mais dans 99,99% des pays du monde, peut-être dans d'autres pays gangrénés par le gauchisme, comme la Belgique, l'Angleterre, peut-être, mais je sais même pas, peut-être qu'on a ça, mais nous, en France, on a une spécificité incroyable, qui est que les logements sociaux ne sont pas réservés aux nationaux. C'est incroyable. Bref.
Donc lui, il s'y oppose. On va l'écouter, Vincent Jeanbrun, Les Républicains. Écoutez, on aura l'occasion, à travers la discussion sur les amendements, de réagir, notamment sur votre premier point, à savoir de vouloir réserver les logements sociaux pour les seules personnes de nationalité française. Peut-être une première réaction. Moi, je suis élu dans une circonscription. On a autour de nous énormément d'hôpitaux, notamment Gustave Roussy, le fleuron en matière de cancérologie. Nous n'arriverions pas à attirer du personnel dans ces hôpitaux sans pouvoir les loger à proximité. Et croyez-moi, quand vous êtes soigné d'un cancer, vous vous moquez bien de savoir si la personne est de nationalité française depuis 4 générations ou si elle arrive d'un autre pays pour vous soigner, vous ou vos proches. Bon, je m'arrête là parce qu'il part dans une tirade qui est toujours du même ordre, donc je vais vous épargner. Voilà, vous avez compris l'idée. Alors c'est fou, complètement fou. Déjà, il prend comme exemple d'attribution des logements sociaux à des étrangers les gens qui sont des travailleurs et qui viennent dans un hôpital. Donc, on prend peut-être quelque chose qui doit correspondre, à vue de nez comme ça, à 0,1% au mieux, à mon avis, des cas où on a des logements sociaux qui sont attribués à des étrangers qui viennent travailler dans un hôpital, un métier de nécessité, etc., pour, dès lors, condamner ceux qui, notamment au Rassemblement national, demandaient à ce que les logements sociaux soient réservés aux Français. Donc vous voyez déjà la malhonnêteté, évidemment que l'écrasante majorité des cas, c'est pas ça. Ce sont pas des infirmiers ou des médecins étrangers qui viennent en France. Enfin bon. Donc déjà, manipulation totale. Mais en plus de ça, ces gens-là, ils pourraient être logés par l'hôpital ou par la collectivité de manière exceptionnelle, dans des logements sociaux ou ailleurs, que sais-je, enfin voilà, ou à l'hôpital, enfin, bref, on pourrait trouver des solutions, j'imagine. Même, pourquoi pas, ponctuellement, dans des logements sociaux, s'il y a effectivement une raison importante en termes de santé. Enfin, vous voyez, j'essaye quand même de mettre de l'eau dans mon vin, donc pourquoi pas qu'il y ait des dérogations dans des cas spécifiques, pourquoi pas. Mais par contre, sur le principe même, c'est inacceptable d'avoir des logements sociaux où on peut avoir des étrangers qui passent devant des Français qui en ont besoin. Ça n'a aucun sens. Il faut être un putain de dégénéré gauchiste pour ne pas voir en quoi c'est abominable. Donc voilà, c'est un républicain qui nous dit ça. Et là où c'est fou, c'est que Vincent Jeanbrun, en plus, l'immigration extra-européenne, il connaît un petit peu quand même. Il en a été victime. Son domicile avait été attaqué pendant les émeutes, voilà, par des racailles. Il en avait été traumatisé, sa fille avait été blessée, je crois, sa femme aussi. Enfin, c'est un truc, c'est horrible, quoi, ce qui lui est arrivé. Mais ça n'a pas suffi. En 6e position, alors là, on a quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, j'ai pas de personnalité identifiée à vous présenter, pour ce cas précis, ce qui est normalement la règle, hein. Dans mon top des gauchistes, j'essaie toujours d'avoir quelqu'un d'identifié. Mais là, bon, j'ai fait une petite exception, ça le mérite bien. Puisqu'on parle des employés de la Gaîté Lyrique, ce lieu culturel parisien, évidemment ouvert, cosmopolite, favorable à l'immigration, et qui se retrouve envahi par les migrants, voilà, les clandestins. Les salariés de la Gaîté Lyrique qui voient donc leur lieu de travail occupé par des centaines de migrants depuis maintenant plusieurs semaines. Qui se retrouvent pris dans un étau. C'est-à-dire que d'un côté, ils sont hyper favorables à l'accueil des migrants, etc. Et de l'autre, c'est chômage partiel. Et puis, à la fin des fins, ça peut en arriver jusqu'à la fermeture de la Gaîté Lyrique. Donc, c'est chaud. Là, on est vraiment face au dilemme du gauchiste, entre posture et réalité. Alors, attention, tout ça, c'est vachement subventionné, donc c'est pas comme si c'était une entreprise purement privée, etc. Attention, hein, évidemment, il y a une sécurité de l'emploi, bon, c'est pas... C'est pour ça, d'ailleurs, que ça tient encore un petit peu. Sinon, ça serait très différent. Mais malgré tout, c'est quand même un peu compliqué comme situation. Eh bien, nos amis de la Gaîté Lyrique, eux, ils continuent à soutenir les migrants qui occupent les lieux. Hein. Dans un communiqué, les salariés de la Gaîté Lyrique maintiennent leur soutien aux 400 migrants qui occupent le lieu depuis 1 mois et demi, mais se disent plus que jamais inquiets sur l'après. Voilà. Ils appellent une résolution rapide de la situation par une mise à l'abri des jeunes. Donc ça, c'est quand même complètement dingue. Et ils disent, il est impensable de rejeter plus de 400 personnes à la rue sans solution de mise à l'abri et de surcroît en hiver. Dans ce cas-là, les gars, vous plaignez pas. Voilà. Vous avez offert un toit à ces jeunes pépites venus enrichir notre pays. Eh bien, ils enrichissent la Gaîté Lyrique pour commencer. On va voir jusqu'où
va la folie gauchiste? Est-ce qu'ils seront prêts jusqu'au sacrifice, jusqu'à la fin d'activité, à la perte de revenus, etc. Franchement, c'est un beau cas d'étude. Là, on est dans un petit laboratoire et on regarde un peu ce qui se passe. De l'extérieur, c'est assez génial finalement, puisque ils sont volontaires les mecs, donc allez-y, subissez les conséquences de votre politique. Donc voilà, moi je trouve ça assez drôle finalement. Les amis, un petit mot à la moitié de cette vidéo, de ce classement, j'espère que vous vous régalez, puisque si vous appréciez mon contenu, eh bien vous pouvez me soutenir de différentes manières. Premièrement, en utilisant les partenaires Sunrise, comme par exemple la Nouvelle Librairie, qui est une librairie en ligne dans laquelle vous pouvez acheter des dizaines et des dizaines d'ouvrages de grande qualité, alors à la fois grand public, normaux, mais aussi édités par la Nouvelle Librairie, qui est une maison d'édition. Donc je vous encourage vivement à regarder tout ça. Vous avez le lien en description et il y a le code promo Sunrise qui va bien. De même qu'il y a un code promo pour IdeoShock, une plateforme de podcast en ligne qui résume, qui condense des ouvrages essentiels pour se forger une culture historique, politique, philosophique, etc. C'est donc des résumés au format audio ou texte de grands ouvrages. C'est vraiment excellent comme projet. Je vous invite à regarder ça. Pareil, il y a le code promo qui va bien. Vous avez aussi la possibilité d'acheter une statue qui se trouve derrière, que j'ai là entre les mains, réalisée en partenariat avec Barthélemy Fourtet, qui est un artiste de talent, qui a réalisé cette statuette magnifique en bronze massif, d'une grande qualité dans les détails, etc., et qui symbolise la bataille des Thermopyles avec un grec qui perce de la pointe de sa lance un perse. Voilà, donc vous pouvez trouver ça sur le site sunriseshop.tube, vous avez le lien en description. Et puis, vous avez également la possibilité de me soutenir en rejoignant la communauté Sunrise. Vous avez le lien vers ma page Tipeee en description toujours. Et vous aurez donc accès, en contrepartie de 5 € par mois ou plus, si le cœur vous en dit, eh bien, à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, l'accès à un groupe Telegram privé, etc. Donc, merci d'avance les amis, on est reparti. En 5e position, on a quelqu'un qui est peut-être un inconnu, là encore, pour beaucoup d'entre vous. Pareil, moi, c'est pas quelqu'un que je connaissais avant qu'il arrive au gouvernement, puisqu'il s'agit d'un ministre, le ministre de l'économie et des finances, le successeur de Bruno Le Maire. On pensait qu'il était compliqué de faire pire. Eh bien, figurez-vous que on y est arrivé. Donc, Éric Lombard, donc, qui est peut-être l'un des pires gauchistes avec un pouvoir de nuisance très important, parce qu'il a un ministère franchement fondamental pour le pays, surtout quand on est dans une quasi-faillite. Et c'est absolument dramatique. Voilà. Donc je ne vais pas m'attarder sur le cas parce que je vais prendre 3 exemples rapides, mais il y aurait encore beaucoup à dire. Et ça mériterait presque une vidéo dédiée en réalité. Mais je ne sais pas si ça serait très vendeur parce qu'il est assez en plus angoissant comme type. Vous voyez, on dirait un petit fonctionnaire abougri de sous-préfecture. On ne sait pas pourquoi il en est arrivé là. En plus, il a vraiment une idéologie qui est abominable, on va le voir. Mais il a du pouvoir, ce type-là. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand même de décortiquer quelques instants. Donc, on a d'abord une de ces déclarations, on va l'écouter. On n'est pas un pays libéral, on est un pays d'État, on est un pays de protection, et ça ne nous empêche pas d'avoir les plus belles entreprises du monde dans beaucoup de domaines. Bon, donc là, il nous dit, on n'est pas dans un pays libéral. Alors, il n'a pas totalement tort, ça c'est clair, malheureusement, j'ai envie de dire, puisque le libéralisme économique, tant qu'il y a bien sûr des barrières civilisationnelles qui mettent quelques limites de bon sens, j'ai envie de dire, c'est évidemment la prospérité au bout, tout simplement. Enfin, c'est l'exemple États-Unis, URSS, bon, libéralisme, capitalisme contre communisme et soviétisme. Bon, globalement, il y a un côté qui réussit mieux que l'autre, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour lui, c'est une bonne chose que la France ne soit pas un pays libéral, alors même que nous sommes dans une situation de quasi-faillite, que le socialisme est une atrocité qui nous condamne au pire, surtout, les amis, alors ça c'est quelque chose qu'il n'a pas forcément en tête, parce qu'évidemment, c'est un gauchiste, donc c'est un obscurantiste égalitariste qui nie l'existence de différences bioculturelles entre les populations. Mais dans un pays multiethnique, multiculturel, le socialisme, la redistribution des richesses, c'est quand même la plus sur voie vers la tiers-mondisation rapide quand même. C'est un peu l'enrichissement des parasites sur le dos des actifs, quoi. Et donc lui, il s'en réjouit. En plus, il dit, voilà, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des grandes entreprises et tout. Mais on a des grandes entreprises malgré le socialisme. Et parce que les Français ont quand même une belle productivité, enfin, avaient. Bon, tout ça, c'est en train de s'effondrer un petit peu.
Mais il se rend pas compte en fait que le socialisme c'est une atrocité quoi. Alors je vous disais qu'il avait beaucoup de mal à considérer que l'immigration extra-européenne pouvait être quelque chose de pas forcément positif, puisqu'il adore ça. Voilà. Donc il nous dit récemment par rapport au HLM, nous avons besoin de logements sociaux dans toutes nos villes, dans tous nos quartiers. C'est un élément de diversité et d'inclusion. Donc en fait, quand il dit c'est un élément de diversité et d'inclusion, il ne parle pas ici de diversité sociale. Non, il parle encore moins de diversité politique, voilà, parce que ça, c'est des gens qui adorent la diversité, sauf, bien sûr, la diversité d'opinion. Mais il parle de diversité ethno-culturelle. Donc, pour lui, il a conscience que les logements sociaux, c'est mettre de la diversité ethno-culturelle dans toutes les villes, dans tous les quartiers, toutes les campagnes, s'il faut. Donc, c'est abominable d'avoir cette vision-là. Et en plus, il a continué dans l'entretien sur LCI en disant « Nous avons besoin d'une immigration de travail. La France doit rester un pays d'immigration. » Voilà. Donc tout est posé. On a les cadres du drame qui est en train de se jouer, qui sont posés devant nos yeux. Franchement, c'est terrifiant d'avoir un type comme ça, mais qui a un ringard de la pire espèce. Cette vision... béate de l'immigration n'a plus aucun sens. Le côté socialiste, c'est pareil, c'est hors sujet depuis un moment. Hein. On le voit avec Javier Milei, Trump, Musk et compagnie, que c'est pas la France socialiste qui va s'en sortir face aux pays libéraux et capitalistes. Hein. Donc voilà, terrible d'avoir un ministre de l'économie aussi mauvais. Et j'espère que ça va changer, ou alors que son pouvoir de nuisance va être circonscrit au maximum, parce que sinon ça va très mal finir. Donc voilà pour la 5e place. En 4e position, on retrouve une star de ce classement, Jean-Luc Mélenchon. Bon, il est là toutes les semaines, hein. Il n'y a pas de surprise en même temps. Il nous sort des folies régulièrement, donc c'est pas illogique qu'il soit là. On commence avec la manière dont il parle de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre en Israël. Attaque abominable avec des viols, des meurtres de sang-froid de civils, des otages, etc. Enfin, vraiment une horreur absolue. La gauche a toujours été très gênée là-dessus. Jean-Luc Mélenchon en remet une couche. Écoutez la manière dont il parle de cet acte abominable. Mon bouquin, il est paru le 28 septembre, les amis. Pas de bol, hein. Après, juste derrière, c'était le 7 octobre. À partir du 7 octobre, terminé. Je n'existais plus avec mes camarades que sous la forme d'un partisan du terrorisme, parce que le groupe insoumis avait dit que, voyant l'action armée qui avait eu lieu, voyant les répliques qui se préparaient, il n'y avait qu'une seule position à tenir, celle du droit international. Mais dorénavant... Vous voyez donc, il parle de cette attaque terroriste islamiste, hein, entre autres, mais aussi de prédation ethnique, hein, comme d'une action armée. Alors, il est dans le feu du discours, d'accord. Mais vous voyez que c'est quand même très chaud. C'est quand même très chaud. La gauche a véritablement un problème avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Voilà. Ils sont soumis à leur électorat et aussi à ce discours gauchiste qui veut que les puissants, les dominants soient toujours en tort face aux opprimés, aux petits. Et donc, ils sont du côté du Hamas. Voilà, c'est tout. Donc assez dégueulasse. On l'a vu également prendre position sur ce qui s'est passé au Congo. Voilà, donc il y a eu une attaque entre Rwanda, Congo, bon, bref, tout ça c'est un peu leur cuisine, hein. C'est leur petit mafé africain. Et Jean-Luc Mélenchon, il s'en est ému. La France devrait être aux côtés de la République du Congo face aux bandes armées de l'agresseur rwandais. Assez d'indifférence française face aux invasions. Et c'est le même Jean-Luc Mélenchon qui, au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, était là à dire « Oula, faut surtout pas y aller, surtout pas livrer d'armes, etc. Il faut laisser faire, ou en tout cas, il faut pas s'en mêler. » Alors, à la limite, bon, moi, je suis pas d'accord avec sa position à ce moment-là, mais parce que moi, je fais partie des gens, même si ça me coûte beaucoup, je le répète régulièrement, mais j'assume. De toute façon, on n'a pas à être d'accord sur tout, mais il y a pas mal de gens qui me critiquent, parce que moi, je suis clairement opposé à cette invasion militaire inacceptable de la Russie en Ukraine. Mais bon, passons à la limite. On peut, enfin, si on est contre la livraison d'armes en Ukraine, à la limite, pourquoi pas? C'est pas mon avis, mais pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, on ne l'est pas pour le Congo, quoi.
Ça n'a pas de sens de ne pas être pour dans un cas, mais par contre de l'être dans l'autre. En fait, la différence, c'est que, alors déjà, chez Mélenchon, il y a quand même un petit attrait pour la Russie, le soviétisme, etc. Et puis c'est Poutine contre l'Occident, donc ça peut, voilà, ça lui plaît quand même. Mais la différence, c'est surtout que c'est en Europe, ce qui se passe en Ukraine. Ah, alors que, par contre, des Africains qui meurent, là, Mélenchon, il s'émeut. Ethnomasochisme au dernier degré. Alors là, il faut aller sauver les petits Africains. C'est ça ce que nous dit Jean-Luc Mélenchon, qui valent plus que les Ukrainiens. C'est quand même... c'est costaud. Allez, et pour finir sur Jean-Luc Mélenchon, il nous a parlé du grand remplacement. On va l'écouter. Paraît-il des Français de souche, quelle rigolade. De quelle souche vous parlez? Bon, déjà, ça commence, on a envie de lui mettre des baffes, hein, Jean-Luc Mélenchon. Les Français de souche, quelle rigolade, de quelle souche vous parlez? Mais, ce mépris des autochtones, alors là, français, parce que les autochtones africains ou d'une tribu d'Amazonie, alors là, il va se prosterner devant eux. Mais les autochtones français, quelle rigolade. Mais de quoi il parle? Des autochtones français, il y en a encore dans ce pays, hein. Moi, si on remonte mon arbre généalogique, sur toutes les générations de cet arbre généalogique qui remonte quand même assez loin, c'est purement français. Voilà. On existe encore. Bon, c'est inacceptable de voir ça. Bon, je remets depuis le début, vous voyez, je m'énerve, alors que normalement, cette émission, elle est dédiée quand même à se moquer des gauchistes, donc je vais essayer de rester positif. Paraît-il des Français de souche, quelle rigolade. De quelle souche vous parlez? Le grand remplacement, oui, bien sûr qu'il a lieu. À chaque génération, une génération remplace l'autre. Et la génération qui arrive et qui remplace la précédente, eh bien, elle ne ressemble pas à ses parents. Parce qu'entre-temps, elle s'est mélangée, elle a aimé, elle a discuté, elle a partagé des chansons, elle a partagé des textes. Et la génération suivante ne ressemble pas à la précédente. Donc voilà, Jean-Luc Mélenchon nous dit que le grand remplacement existe, et c'est tant mieux, et que c'est la marche du monde, etc. Donc ça, c'est la phase classique. Pendant un moment... Le grand remplacement, c'était un fantasme, un mythe d'extrême droite, ok. Et puis finalement, l'ultra-giga-droite, bah, elle avait peut-être pas si tort que ça, puisque Jean-Luc Mélenchon, il l'admet. Alors ça fait un moment quand même qu'il en parle, hein, à sa décharge, il parle de la créolisation, que lui, il adore. Là encore, si c'est la créolisation des autochtones africains, ou la créolisation des autochtones d'Amazonie, ou que sais-je, il aimera pas. Mais par contre, vu que ce sont des Européens, là, il adore. Il adore le fait que l'identité des Européens, des autochtones français, soit diluée, disparaisse. Franchement, c'est un sacré personnage, Mélenchon, quand même, hein. Lui, c'est assez costaud, hein. Sur la 3e place du podium, on va retrouver là encore un groupe un peu indéterminé, mais il y a quand même quelques figures que je vais évoquer. Eh bien, ce sont les avocats spécialisés dans le droit d'asile, la régularisation des sans-papiers, etc., qui attaquent Éric Tegner et le Média Frontières, qui ont réalisé un super travail d'enquête minutieuse sur les flux d'argent amenés aux avocats par la régularisation des sans-papiers avec l'aide juridictionnelle d'État. Voilà, donc ça c'est encore payé par notre argent, d'accord? Et ça va dans les poches d'avocats immigrationnistes au dernier degré qui détruisent notre pays, tout simplement. D'ailleurs, ils attaquent donc Éric Tegner et Frontières pour cette enquête. Le Conseil national des barreaux le fait, c'est assez incroyable. Mais bon, en même temps, ils défendent... leur petit précaré, hein, donc c'est pas incompréhensible non plus, même si moralement c'est dégueulasse, hein. Regardez par exemple Roman Sang, le 2e avocat qui défend le plus de clandestins en France. Voilà, alors il est évidemment avocat pour l'assaut pro-migrants Utopia 56, qui est une catastrophe. 93 dossiers entre octobre et novembre. Imaginez. Enfin, c'est un par jour, tout simplement. Même pas, c'est 1,5 par jour. Près de 2 par jour, voilà. Près de 2 dossiers par jour. Il y avait le calcul après. Vous voyez, comme quoi je suis pas si mauvais en calcul mental. Donc Frontières qui fait un gros boulot là-dessus. Et ils se font attaquer, bien sûr. Pierre Marissef de l'Institut pour la Justice qui réagit à tout ça en déclarant que la première juridiction administrative de France, c'est la Cour nationale du droit d'asile. Vous imaginez? Enfin, c'est de la folie, quoi. L'engorgement des tribunaux administratifs par ces procédures à la con, enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Et il le dit, hein, 42% de l'activité des tribunaux administratifs concerne le contentieux des étrangers. L'argent du contribuable part en fumée à cause de l'immigration. Ça, pareil, on n'en parle pas dans les coûts liés à l'immigration, mais c'est phénoménal, et à tous les niveaux, parce que déjà, il y a l'aide juridictionnelle, donc on paye ça, enfin, c'est de la folie, et en plus, il y a le fonctionnement
des tribunaux, payer les greffiers, les juges. Enfin bref, il y a un fonctionnement administratif qui est colossal. Et c'est du temps perdu. Bon, et ça donne d'ailleurs... Alors ça, c'est pas exactement c'est pas le tribunal administratif, etc. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire que l'immigration et les affaires judiciaires qui sont autour, ça engorge nos tribunaux. Et on a par exemple à Melun, hein, la justice qui va classer des plaintes sans suite et sans investigation pour résorber les procédures en disant voilà, les procédures où on sait que ça va pas aboutir ou ça a peu de chances d'aboutir, on classe pour passer à autre chose. Voilà ce que ça donne concrètement, un pays qui est en train de se tiers-mondiser. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, parmi ces avocats, il y en a beaucoup qui ont critiqué Frontières et qui ont attaqué l'ultra-giga-méga-droite, puisqu'on a par exemple Maître Eolas. Lui, c'est vraiment un mec... Lui, niveau gauchiste, c'est peut-être l'un des pires. Je ne l'ai pas trop mentionné dans mes derniers tops parce que je n'ai pas eu l'occasion. Mais c'est vraiment, lui, c'est vraiment très très compliqué. Alors Maître Eolas, c'est un pseudo, ce n'est pas son vrai nom, mais c'est un véritable avocat, et qui sur les réseaux sociaux est imbuvable. Donc le voilà qui manie, de manière absolument pas subtile d'ailleurs, l'ironie, c'est un peu ridicule. Bon, cher facho troll, je comprends votre colère à découvrir que votre xénophobie vous coûte un pognon de dingue et que des avocats collectionnent les Ferrari grâce aux OQTF. Bon alors évidemment qu'ils ne collectionnent pas les Ferrari, personne n'a jamais dit ça. Par contre, ils gagnent beaucoup d'argent quand même, grâce à ça. Et en plus grâce à notre argent. Donc oui, c'est inacceptable. Et voilà ce qu'il dit. Hein. J'ai une idée pour bien embêter tous ces profiteurs d'avocats. Donc là, il fait de l'ironie. Voilà. On régularise tous les sans-papiers. Mais c'est ça, son logiciel à lui. Hein. Voilà. On a des avocats qui sont des immigrationnistes au dernier degré. C'est abominable. Le voilà là qui commente une manifestation de sans-papiers. Il n'y a vraiment qu'en France qu'on peut voir ça. Franchement, mais... Mon Dieu, bref, et lui qui tweet pareil avec de l'ironie, toutes ces aides juridictionnelles. Bon, voilà, il est très content, même si c'est de l'ironie, au fond, c'est vrai, ça lui fait de l'argent en fait, ces gens-là. Alors, petit rappel, qui est Maître Eolas quand même. Voilà ce qu'il tweetait, c'était en décembre 2023. Vous pouvez voter toutes les lois que vous voudrez en couchant avec les fachos. Donc là, il parlait aux macronistes qui votaient la loi immigration, qui était censée être dramatique, bon bref. Nous continuerons à défendre les étrangers avec encore plus de hargne. Nous les sortirons de vos centres de rétention. Nous leur obtiendrons l'asile. Nous les ferons soigner. Nous ferons de leurs enfants des Français. Et si un jour le malheur veut qu'on vous croise dans la rue, nous vous cracherons à la gueule. Il n'y aura aucun pardon. Voilà, en disant trop hâte qu'il vous grand remplace. Enfin, c'est l'ethnomasochisme dernier degré, là, c'est vraiment costaud. Et Eolas, qui avait fait ce tweet-là en 2012, qui était resté célèbre, supprimé depuis, mais qui était bien réel. Yes, mon pédophile sans papier reste en France, avec des petits émojis qui symbolisent la victoire. Voilà le genre d'ordure qu'on est obligé de supporter, et qui, malheureusement, se font de l'argent grâce à l'immigration extra-européenne et grâce à l'argent public, quoi. Donc là encore, c'est des gens qui ont des grandes idées humanistes. Alors je pense que ce sont des dégénérés gauchistes, comme Maître Eolas en tout cas, c'est certain. Mais en plus de ça, ils s'enrichissent. Et il y en a certains qui doivent le faire avant tout pour ça. Donc c'est horrible. Voilà, j'ai pas d'autres mots. On va suivre ce qui se passe avec ces attaques contre Éric Tegner et Frontières, parce que les avocats pro-immigration, franchement, c'est une catégorie bien costaud. Hein. En plus, ils ont du pouvoir. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais ils méritent largement leur place sur le podium, ça c'est certain. Allez les amis, à la deuxième place de ce classement, on retrouve le grand vainqueur du trophée du plus grand gauchiste de l'année 2024, Mathieu Slama, qui entame cette année sur les chapeaux de roue, hein, clairement. Deuxième place pour ce top 10, c'est franchement pas mal. Et il nous parle de la submersion migratoire. Alors en plus, il prend un peu pour tous les gauchistes qui ont employé des arguments complètement ridicules pour nier l'évidence, à savoir que oui, il y avait une transformation du substrat ethnique français et qu'il y a un mouvement de fond qui est quand même plutôt en faveur de la thèse de la submersion. Donc on écoute Mathieu Slama tout de suite. Déjà, c'est fou, puisque en France, on a, je dis ça sans avoir vérifié, mais je crois qu'on a environ 10% de la population qui est étrangère en France. Donc déjà, ça n'est pas une submersion. Ensuite,
Donc ça, c'est l'argument classique. Nous ne sommes pas submergés parce qu'il y a 8% environ d'étrangers. Je connais mieux les chiffres que lui, mais enfin bon bref. Il y a environ 8% d'étrangers en France et c'est un taux qui est stable depuis des années et même des décennies. Donc il n'y a pas de submersion. Alors, évidemment, ces gens-là ne comprennent pas que parmi les naturalisations qui sont massives chaque année, donc il y a des gens qui quittent le stock d'étrangers pour arriver parmi les Français, sauf que la composition ethnoculturelle de la France, elle change pendant ce temps-là. On a toujours le même taux d'étrangers, mais il y a de plus en plus d'étrangers qui sont naturalisés, et donc on a de plus en plus d'extra-européens sur le territoire. Donc cet argument-là est absurde. Mais sachant qu'en plus, 8% d'étrangers dans un pays, c'est quand même pas rien, déjà, de base. Ensuite, on accueille beaucoup moins que la plupart de nos voisins européens en France, et que, au contraire, si on doit faire une critique à la France, c'est qu'elle n'accueille pas assez et qu'elle est beaucoup trop ferme dans sa politique migratoire. Alors ça, c'est Mathieu Salama, comme on l'adore. Il est génial, ce mec. La France est trop ferme, mais de quoi il parle? Ça, pareil, on aimerait tellement qu'il aille dans les pays du Maghreb, les pays subsahariens, voir ce que c'est la réelle fermeté aux frontières. Parce que nous, c'est open bar. Open bar, je rappelle qu'on vient de voir, là, il y a quelques instants, des images de manifestations de clandestins dans Paris qui réclamaient des droits, quoi. Je ne suis pas certain qu'à Alger, à Tunis, ou même dans des pays subsahariens, des manifestations de clandestins comme ça, il y en ait. Je ne pense pas. Hein. Donc, bon, bref, Mathieu Salama, quoi. Imaginons même qu'il y ait une submersion migratoire. On va dire qu'il y ait une immigration très forte, qu'on accueille beaucoup de gens. Mais en quoi ce serait mal? En quoi ce serait un problème d'accueillir des gens? En quoi ce serait un problème d'immigration quand on sait en plus nos problèmes de natalité en France? Ça crée un désordre mais quel identitaire. Mais non, c'est des discours, c'est des fantasmes, c'est des discours fantasmés de l'extrême droite et de la droite dure. Il n'y a aucun désordre lié à l'immigration. Tous les économistes, les experts nous disent que l'immigration apporte plus qu'elle nous coûte en France. Les gens sérieux qui travaillent sur ce sujet nous disent ça. Bon, moi, j'ai pas une vision utilitariste de l'immigration. Je pense qu'on doit accueillir parce qu'on doit accueillir des êtres humains parce que c'est une question de dignité et une question de respect de nos valeurs. Mais enfin, si on réfléchit de manière économique, déjà, c'est faux. Ensuite, le lien entre immigration et insécurité, puisqu'au fond, il y a ça derrière, il est faux, il est contraire à ce que nous disent les chiffres, à ce que nous disent les rapports, notamment des rapports d'organismes liés à Matignon. Il n'y a aucun lien entre immigration et insécurité. Donc, est-ce que ça renvoie l'immigration... Bon, allez, j'arrête là, parce que je pense que vous avez saisi l'essentiel. L'entièreté de son discours est faux, voilà, et révélateur d'un grave problème psychologique. C'est le gauchisme, hein, chez Mathieu Salama. Il y a véritablement une volonté de disparaître chez lui. Alors, il nous dit ça sur Radio J, qui est quand même une radio communautaire juive, avec quand même en arrière-plan l'existence de la nation d'Israël, qui connaît bien ces questions-là. Ce discours-là, il ne peut pas le tenir en Israël. C'est impossible. Parce qu'en fait, il se ferait cracher à la gueule. Et les Israéliens ont raison, en fait. C'est inacceptable d'entendre ça. Mais après, bon, j'arrive même pas à m'énerver parce qu'en fait, Mathieu Salama, il est drôle. Voilà, il va beaucoup trop loin. L'immigration, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de lien entre immigration et délinquance. Mais de quoi il parle? Mais qu'il aille en prison, qu'il aille voir les notices de recherche Interpol, qu'il aille discuter avec des policiers. Enfin, ça n'a aucun sens. Qu'il aille faire un stage d'immersion dans un commissariat. Quand il dit l'immigration rapporte toujours plus qu'elle ne coûte, etc. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux et faux, archi faux. Il faut que je refasse une vidéo définitive là-dessus d'ailleurs bientôt. Donc tout ce qu'il raconte est délirant. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Mathieu Salama, il nous donne un peu le gauchisme chimiquement pur en exemple. C'est intéressant et en plus à la fin, c'est voilà. On n'accueille pas par utilitarisme, on accueille des êtres humains. Pour lui, il n'y a aucune limite à l'accueil. Donc, volonté suicidaire, c'est fascinant. Franchement, Mathieu Salama, il est encore favori quand même pour cette année. Et pour finir, à la première place du podium, un autre favori pour le titre de meilleur gauchiste de l'année 2025. Et ils se positionnent déjà les deux, hein. Ça va être un mano à mano assez costaud à mon avis. On a Thomas Guénolé. Ah, lui, il est vraiment très costaud, il les enchaîne à chaque fois. C'est ma petite victime préférée, parce qu'en plus, c'est un type, paradoxalement, autant Mathieu Salama, je pense que bon, il est irrécupérable, autant Thomas Guénolé, je pense qu'il y a un jour où il est capable de switcher totalement. Peut-être que je me trompe, sans doute. Hein. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est censé
être rigoureux, factuel, etc. Bon, il raconte n'importe quoi, et c'est ma petite victime préférée, quoi. Je le tacle régulièrement pour montrer qu'il raconte n'importe quoi, hein. J'aimerais tellement me retrouver face à lui, les amis, vous imaginez pas, hein, ça serait phénoménal. Peut-être qu'à un moment, il peut basculer, celui-là. C'est pas impossible. Mais à un moment où il va se faire agresser une fois, 2 fois par des extra-européens, ça va peut-être lui faire tilt et il va avoir... Je sais pas. Je le sens comme ça. Bon, on verra. En tout cas, là, il n'a pas encore basculé, c'est certain. Il est toujours bien gauchiste. Allez, une petite série de pépites sur Touche pas à mon poste. Première série, première salve. Presque toutes les rues de France ont des noms d'hommes. Dans toutes nos villes, il faut donner à nos rues beaucoup plus de noms de femmes. À Paris, il n'y a même pas de rue Adrienne Bolland, la grande aviatrice. Bon. Alors, à la limite, on peut comprendre ce qu'il veut dire. C'est bien de mettre en avant des figures féminines, etc. Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas se forcer non plus. C'est-à-dire que s'il y a plus dans l'histoire de grandes figures masculines, ça ne sert à rien d'inventer des noms de femmes ou de mettre en avant des personnes un peu de manière artificielle. Ça n'a pas de sens. Autant permettre à des femmes aujourd'hui de construire des légendes, des noms qui resteront et qui marqueront les rues dans les années à venir. Surtout que c'est un combat qui est complètement d'arrière-garde. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un pays où les centres-villes de toutes les villes françaises ou presque sont gangrénés par l'immigration extra-européenne, par la délinquance, par les agressions, que ce soit des simples agressions visuelles, vous savez, les regards, les sifflements, les trucs comme ça, mais parfois des agressions sexuelles et jusqu'à des viols. Bon, donc avant de changer le nom des rues, assurons-nous que les femmes qui vivent aujourd'hui en France, qui existent, puissent se promener librement dans leur pays, premièrement. Donc vous voyez déjà que là, c'est de la ringardise totale de la part de Thomas Guénolé. Mais ensuite, il continue. Alors là, c'est sur le logement, on en a parlé un peu tout à l'heure. Lui, c'est un gauchiste pur, hein, donc voilà ce qu'il nous dit. Non, tu ne peux pas appliquer la préférence nationale pour l'accès aux logements sociaux. Pour lui, les logements sociaux doivent être ouverts à tous. Il continue, hein, parce qu'en France, le droit au logement social est un droit universel. Toute la planète a le droit de se loger dans des HLM. Et les Français, ils font la queue, ils passent après tout le monde. Donc c'est vraiment hallucinant. C'est vraiment, les types, c'est les autres avant les nôtres. Ce sont des gens qui pensent d'abord au lointain et ensuite à leurs proches. C'est assez... là encore, c'est une petite expérience scientifique. C'est assez fascinant de voir ça. Hein. Franchement, c'est maladif. Hein. Et puis Thomas Guénolé, qui a conclu en beauté toujours sur la question du logement. En France, il y a 330 000 sans domicile fixe. Et en même temps, on a 3,1 millions de logements vides. Il suffit donc de réquisitionner 10% des logements vides et on n'aura plus aucun SDF. Les propriétaires réquisitionnés seraient indemnisés comme le prévoit la loi. Alors, déjà, on sent que le type n'a pas fréquenté les SDF. Voilà. C'est quelque chose, peut-être que si, mais dans ce cas, il n'a pas retenu grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a bien entendu des SDF qui ne demandent qu'à s'en sortir, mais il y en a beaucoup qui, par volonté initiale, ou alors parce que la vie dans la rue les a transformés de cette manière-là, ne veulent pas retrouver la normalité. Ça, c'est quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à comprendre, notamment les gauchistes qui plaquent sur toutes les catégories de la population, donc y compris les SDF, leur manière à eux de voir le monde, ne comprenant pas qu'on n'a pas tous le même rapport aux choses, les mêmes comportements, les mêmes appétences, etc. Donc ça, c'est première chose. Il y a plein de SDF, en fait, qui ne voudraient pas de ça. Donc il faudrait les forcer. Voilà. Mais à la limite, pourquoi pas, mais il faut le dire. Ensuite, quand il dit qu'il faudrait réquisitionner, bon, alors là, les communistes adorent réquisitionner, etc. C'est de la folie, alors totalitaire, hein, bien sûr, mais c'est de la folie aussi parce que les populations SDF, qui sont aussi en train d'évoluer, le grand remplacement, hein, ça se passe aussi chez les SDF, eh bien, ça apporte un certain nombre de nuisances. Donc déjà, tu as l'État communiste qui t'impose ça, en plus, il y a des nuisances. Donc pour le propriétaire, c'est très compliqué. Est-ce qu'on t'indemnise aussi de l'insalubrité, par exemple, qui peut découler de tout ça? Enfin, il y a plein d'autres possibilités, mais enfin, déjà, c'est compliqué. Mais ensuite, il n'y a pas que les propriétaires dans l'histoire. Il y a aussi les gens à côté. C'est-à-dire que Guénolé, là, est-ce qu'il aimerait bien que l'appartement voisin du sien, il y ait une petite bande de SDF qui soit placée dans l'appartement réquisitionné? Alors sur le principe, j'imagine que oui, il adorerait, bien entendu. Mais est-ce qu'à vivre à côté, est-ce qu'il aimerait ça quand même? Là, on est encore dans la différence entre les postures et le réel. Voilà, Guénolé, c'est un
un petit chaton gauchiste d'appartement parisien. C'est un type qui, à mon avis, supporterait pas d'être à côté de ces gens-là. Voilà, mais j'en suis sûr et certain, sûr et certain. En tout cas, si lui, il était capable de supporter ça, je vois pas pourquoi il l'imposerait à d'autres. Donc, que ce soit pour les propriétaires, que ce soit pour les autres locataires autour, ou même pour les SDF eux-mêmes, c'est une solution qui, sur le papier, comme ça, paraît bien, mais qui est en réalité complètement délirante. C'est du gauchisme, la réquisition et l'idéalisation. Voilà ce que nous propose Thomas Guénolé, qui n'a pas volé cette première place dans ce top 10 des gauchistes de la semaine. Voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui veulent soutenir mon travail, vous avez tous les liens qui vont bien en description, et on se dit à très vite.